Le grand salon de l'hôtel Le Grand Sillage resplendissait d'une opulence presque agressive en cette soirée d'automne. Des lustres de cristal baccarat déversaient une lumière dorée sur les invités, tandis que des serveurs glissaient silencieusement entre les tables parées de lin égyptien. C'était le genre d'événement où chaque détail, chaque fioriture excédait en coût le revenu annuel de la majorité des gens. Au cœur de cette scène de pouvoir et de démesure, Cyprien Beaumont monopolisait l'attention, tel un maestro dirigeant son orchestre privé de sycophantes. Le millionnaire, héritier d'une fortune bâtie sur le pétrole et les investissements technologiques, avait transformé la présentation de sa nouvelle collection de haute couture en un spectacle d'une vanité exubérante. À 43 ans, il affichait l'aplomb de celui qui n'avait jamais, de sa vie privilégiée, entendu le moindre refus. La robe écarlate, brodée de fils d'or et constellée de rubis birmanes, reposait sur un mannequin au centre du salon, tel un trophée de guerre. 2 300 000 €, annonça-t-il à l'assemblée subjuguée, brandissant une coupe de champagne Krug, une création de Valentina Marchesi, conçue spécifiquement pour des femmes de classe, de raffinement et d'une valeur inestimable. Sa voix portait cet accent singulier des riches cosmopolites, polis dans les pensionnats suisses et les réunions d'affaires menées en 5 langues. C'est alors qu'un bruit métallique, celui d'un chariot de service, déchira le silence révérencieux. Élise Dubois, 32 ans, poussait son lourd chariot avec l'efficacité mécanique de celle qui avait déjà officié lors de centaines d'événements similaires. Ses mains, marquées par des années de labeur acharné, serraient la barre métallique, tandis qu'elle tentait de se faufiler inaperçue sur le côté du salon. L'uniforme noir et blanc de l'hôtel flottait sur son corps mince, ses chaussures orthopédiques émettant un léger frottement contre le marbre de Carrare. Cyprien tourna la tête, tel un prédateur flairant l'opportunité. Ses yeux, sombres comme du café turc, se posèrent sur la silhouette fatiguée de la femme de chambre. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres impeccablement soignées. « Mademoiselle !» Sa voix résonna dans le salon, faisant converger tous les regards vers Élise. « Oui, vous avec le chariot. Venez ici, s'il vous plaît. » Élise se figea. Elle reconnaissait ce ton, celui-là même qu'employaient tous ceux qui ne l'apercevaient que comme un simple prolongement du mobilier, utile uniquement en cas de besoin. Elle redressa les épaules, un geste automatique de défense appris au fil d'années d'humiliation silencieuse, et s'avança vers le centre du salon. 200 paires d'yeux la suivaient, certains curieux, d'autres anticipant déjà le divertissement cruel à venir. « Comment vous appelez-vous » demanda Cyprien, sa voix amplifiée par le micro-cravate. « Élise, monsieur » répondit-elle, le regard baissé, comme l'exigeait le protocole de l'hôtel. « Élise » Il savoura le nom comme s'il dégustait un vin rare. « Dites-moi, Élise, que pensez-vous de cette robe ?» Il désigna théâtralement la pièce écarlate. Elle hésita, reconnaissant le piège. Toute réponse serait utilisée contre elle. « C'est très beau, monsieur » murmura-t-elle, s'efforçant de conserver une neutralité professionnelle. « Beau ?» Cyprien rit, un son qui ricocha sur les murs ornés. « 2 millions d'euros, et vous trouvez cela juste beau. Peut-être ne comprenez-vous pas la valeur des belles choses. Combien gagnez-vous par mois, Élise ?» La rougeur monta le long de son cou comme un feu liquide. « Cela n'a aucune importance, monsieur. »« Bien sûr que si, » insista-t-il, se tournant vers l'assemblée tel un battleur. « Je parie que vous n'avez jamais porté quoi que ce soit qui vaille plus que votre salaire mensuel. Ai-je tort ?» Des rires nerveux ponctuaient le silence gênant. Quelques invités détournèrent le regard, mal à l'aise face à la cruauté gratuite. D'autres brandissaient leur téléphone, filmant chaque seconde de cette humiliation publique. Élise sentait chaque muscle de son corps se tendre, les souvenirs d'autres affronts s'amoncelant comme des briques dans sa poitrine. « J'ai une proposition amusante », annonça Cyprien, ses yeux étincelants d'une malice calculée. « Si notre chère Élise parvient à enfiler cette robe et à paraître, disons, présentable, élégante même, je l'épouse ici et maintenant. » Le rire qui s'ensuivit fut explosif, cruel, dévastateur. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le salon tourna un instant, les lumières des lustres se transformant en étoiles floues. Elle se rappela Léa, sa fille de 12 ans, qui l'attendait à la maison avec la voisine. Léa qui croyait que sa mère était la femme la plus forte du monde, même quand elle rentrait à la maison les pieds gonflés et le dos endolori. Léa qui ignorait que sa mère avait été une brillante chercheuse,
avant que sa carrière ne soit détruite par un professeur corrompu qui avait volé ses recherches. « J'accepte !» Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne pût les retenir. Le salon plongea dans un silence absolu. Cyprien cligna des yeux, surpris une fraction de seconde avant de retrouver sa posture arrogante. « Pardon ? J'ai dit que j'acceptais, » répéta Élise, le menton relevé. Des années de colère refoulée, de « oui, monsieur » et « excusez-moi, madame », d'invisibilité forcée, tout convergeait en cet instant. Vous avez fait un pari devant des témoins. J'accepte. Des gens comme elle ne sont pas nés pour porter du marché-ci. Cyprien m'exagère parfois avec ses plaisanteries. Seule pour la première fois depuis des heures, Élise dépouilla l'uniforme qu'elle portait comme une armure. Chaque vêtement retiré allégeait un poids. Le tablier maculé d'années de service, la jupe rapiécée 3 fois, la chemise au col usé par les repassages. Là, dans ses simples sous-vêtements, sous l'implacable lumière, elle n'était plus la femme de chambre invisible. Elle était simplement Élise, la femme qui avait publié des articles dans des revues scientifiques internationales, qui parlait 3 langues, qui avait rêvé de changer le monde avec ses découvertes sur les composés anticancéreux. La robe pendait devant elle, tel un défi écarlate. Le tissu était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, chaque centimètre couvert d'un travail manuel méticuleux. Les rubis captèrent la lumière comme des gouttes de sang cristallisées. Avec une infinie précaution, elle la souleva et laissa la soie glisser sur son corps. L'ajustement fut parfait, non seulement adéquat ou acceptable, parfait, comme si Valentina Marchesi avait personnellement pris ses mesures. Le corsage épousait ses courbes avec une précision millimétrique, la jupe tombait en une cascade dramatique jusqu'au sol. Élise se tourna vers le miroir, et ce qu'elle y vit la laissa sans voix. La femme dans le reflet n'était plus la femme de chambre exténuée de chaque matin. C'était l'être enseveli, sous des couches de survie et de nécessité. Le rouge de la robe rehaussait le teint hâlé de sa peau. L'or des broderies faisait écho au reflet doré dans ses yeux châtains. Ses cheveux, toujours attachés en un chignon strict, s'étaient partiellement défaits, encadrant naturellement son visage. « Mon Dieu !» murmura-t-elle à son reflet, reconnaissant pour la première fois depuis des années la femme qu'elle aurait pu être. Quand elle écarta les paravents et émergea transformée, le salon entier retint collectivement son souffle. Le silence n'était plus de la moquerie, mais un choc authentique. Élise traversa l'espace avec une élégance qui ne provenait pas de la robe, mais de quelque chose de plus profond. Une dignité qu'aucune humiliation n'avait réussi à détruire entièrement. Les appareils photos crépitaient. Les mêmes visages, qui riaient quelques minutes auparavant, affichaient surprise, envie, voire une admiration réticente. Elle s'arrêta devant Cyprien, qui avait visiblement pâli. Pendant un long moment, ils se firent d'en face. La femme de chambre dans la robe à 2 millions et le millionnaire qui avait misé plus qu'il n'avait l'intention. « La promesse a été faite devant témoins », déclara Élise, sa voix claire et ferme résonnant dans le salon. « Vous êtes un homme de parole, j'imagine. » L'un des associés de Cyprien, un Français nommé Thibaut Deschamps, commença à applaudir lentement. « Bravo, dit-il, son ton chargé d'une ironie dirigée vers Cyprien. « Un pari est un pari, mon ami. » D'autres se joignirent aux applaudissements hésitants, davantage par gêne sociale que par approbation sincère. Cyprien força un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, ce n'était qu'une plaisanterie, » dit-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Mais je dois admettre, vous êtes surprenante dans cette robe. » « Une plaisanterie ?» Élise inclina la tête, s'autorisant le plus infime des sourires. « 200 personnes ont entendu votre proposition, monsieur Beaumont. Je suis certaine que beaucoup l'ont enregistrée. Votre parole ne vaut-elle donc rien ?» Le défi flottait dans l'air, telle l'électricité précédant l'orage. Cyprien ouvrit la bouche pour répliquer, mais son avocat, maître Julien Leclerc, s'approcha vivement et lui murmura quelque chose d'urgent à l'oreille. La couleur revint au visage du millionnaire, désormais teinté d'une fureur mal contenue. « Revêtez vos vêtements appropriés, dit-il froidement. La plaisanterie est terminée. » Élise acquiesça avec une dignité royale. Elle regagna le vestiaire, retira la robe avec le même soin qu'elle l'avait enfilée, puis remit son uniforme. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Lorsqu'elle réapparut, elle n'était plus invisible. Chaque personne présente dans cette salle la voyait vraiment, pour la première fois.
Elle reprit son chariot et quitta le salon, la tête haute, laissant derrière elle un silence lourd de tensions irrésolues et le murmure étouffé de conversations scandalisées. Millionnaire international humilie une employée française dans un hôtel de luxe. Le titre se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Mais ce n'était pas seulement la cruauté initiale qui captait l'attention. C'était la transformation d'Élise, sa dignité inébranlable. La manière dont elle avait renversé la situation contre son agresseur. En 24 heures, la vidéo accumulait des millions de vues et une tempête d'indignation publique. Élise découvrit la viralité de la pire des manières. Arrivée pour son service le lendemain matin, elle fut immédiatement convoquée au bureau de la direction. Le directeur de l'hôtel, M. Armand Dubois, un homme qui transpirait habituellement la cordialité corporative, était livide. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» commença-t-il sans préambule. « Cyprien Beaumont est l'un de nos clients les plus importants. Il est furieux. »« J'ai simplement accepté le pari qu'il a publiquement proposé, » répondit Élise, gardant sa voix stable malgré le nœud dans son estomac. « Vous l'avez embarrassé. Vous avez transformé l'hôtel en cirque. » Dubois frappa la main sur la table. « Avec effet immédiat, vous êtes muté à la buanderie. Quart de nuit. Le salaire sera ajusté en fonction du nouveau poste. La buanderie. Le dernier échelon avant la rue. » Élise connaissait le jeu. C'était un licenciement déguisé, conçu pour la pousser à démissionner et à perdre ses droits. « Et si je refuse ? Alors vous êtes renvoyé pour faute grave. Insubordination. » Ses yeux étaient froids comme l'acier. « Vous avez une fille, n'est-ce pas ? Ce serait dommage de perdre votre mutuelle. » La mention de Léa fut comme un coup de poing à l'estomac. Élise acquiesça silencieusement et descendit dans les sous-sols de l'hôtel, où la buanderie industrielle rugissait telle une bête affamée. La chaleur était oppressante, l'odeur d'eau de javel brûlait les nards, des machines industrielles tournaient sans relâche et des piles interminables de draps et de serviettes attendaient d'être traitées. Madame Simone, une femme d'une 60aine d'années aux mains déformées par l'arthrite, fut la première à s'approcher. « J'ai vu la vidéo, » dit-elle simplement, montrant son vieux téléphone portable. « Vous avez été courageuse, ma petite, plus courageuse qu'aucune de nous ne l'a jamais été. » Les larmes qu'Élise avait retenues si longtemps finirent par couler. Là, entre la vapeur et le rugissement des machines, elle pleura l'injustice de tout cela. Non seulement de cette nuit-là, mais de toutes les années perdues depuis que le professeur Étienne Laval avait volé sa recherche et détruit sa carrière académique. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, la tempête grandissait. Justice pour Élise devint un sujet tendance mondiale. Des journalistes d'investigation commencèrent à fouiller le passé de Cyprien, découvrant un schéma de comportement abusif envers les employés. Des groupes de défense des droits du travail organisèrent des manifestations. De grandes marques commencèrent à annuler leurs contrats avec les entreprises de Beaumont. Dans son penthouse avec vue sur la tour Eiffel, Cyprien observait son empire de réputation s'effondrer en temps réel. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Investisseurs nerveux, partenaires réévaluant leurs affaires, sa famille à Dubaï exigeant des explications. Maître Julien Leclerc, son avocat, fut catégorique. « Vous devez faire quelque chose de spectaculaire pour inverser cela. Trouvez cette femme, faites publiquement amende honorable. » L'équipe d'enquêteurs que Cyprien avait engagée ne tarda pas à découvrir la vérité sur Élise. Des doctorats en chimie moléculaire, des articles publiés dans Nature et Sciences. Une carrière brillante détruite par des accusations fabriquées. Plus Cyprien lisait, plus il comprenait qu'il avait choisi la mauvaise victime pour son cruel divertissement. Il la trouva dans la buanderie à 3 heures du matin, le visage pâle d'épuisement, les mains rouges de la chaleur et des produits chimiques. Pour la première fois de sa vie privilégiée, Cyprien Beaumont ressentit quelque chose qui s'apparentait à de la honte. « Je suis venu m'excuser », commença-t-il, mal à l'aise dans l'environnement oppressant. Élise ne leva pas les yeux de la pile de serviettes qu'elle pliait. « Vos excuses ne paient pas mon loyer. Alors laissez-moi vous aider. Je peux financer votre retour à la recherche, blanchir votre nom, vous offrir le laboratoire que vous méritez. » Maintenant, elle le regarda fixement, et il y avait du feu dans ses yeux fatigués. « En échange de quoi ? Que j'apparaisse souriante à vos côtés, affirmant que tout cela n'était qu'un malentendu ? En échange de justice, » répondit-il, surprenant les deux. « J'ai découvert le cas du professeur Laval, ce qu'il vous a fait. Je possède les ressources pour l'exposer, pour prouver qu'il a volé votre travail.
Mais oui, il me faut que vous apparaissiez publiquement avec moi, une seule fois, pour dire la vérité, que j'ai été cruel, que vous avez été digne, que j'essaie de réparer le tort que j'ai causé. » Élise serra la serviette dans ses mains jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle pensa à Léa, qui était rentrée de l'école avec son uniforme déchiré après avoir défendu sa mère contre des provocations. Elle pensa aux factures s'accumulant, au risque d'expulsion imminent, à toutes les portes qui s'étaient refermées devant elle. « Une apparition, » dit-elle finalement, « mais je dirai la vérité complète. Sur vous, sur Laval, sur tout. Et vous payez d'avance, les dettes, une meilleure école pour ma fille, et le financement de la recherche par écrit avec des garanties légales. » Fait. La conférence de presse eut lieu une semaine plus tard, dans le même salon de l'hôtel Le Grand Sillage, où tout avait commencé. Élise monta sur scène vêtue simplement, pantalon noir, chemisier blanc, sans bijoux ni maquillage élaboré. Mais une force émanait de sa présence qui fit taire le salon bondé instantanément. Elle parla pendant 20 minutes, de l'humiliation publique, des années de travail invisible, des rêves détruits par des hommes puissants qui voyaient les autres comme jetables. Mais elle parla aussi d'espoir, de la possibilité de changement, de la façon dont même ceux qui causent du tort peuvent choisir d'agir différemment. Puis elle lâcha la bombe. Elle projeta sur l'écran derrière elle les emails, les documents, les preuves irréfutables que le professeur Étienne Laval avait volé non seulement sa recherche, mais celle de 3 autres chercheuses au cours de sa carrière illustre. Le salon explosa en un chaos contrôlé, des journalistes tapant frénétiquement, des flashs crépitants, le récit changeant en temps réel. Cyprien monta sur scène ensuite, visiblement mal à l'aise mais déterminé. Il ne tenta pas de se justifier ou de minimiser ses actions. Il admit la cruauté, l'abus de pouvoir, la déshumanisation désinvolte de quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Il annonça des changements concrets dans ses entreprises. Salaire minimum triplé, crèche pour les employés, comité d'éthique avec un pouvoir réel. Et il confirma publiquement le financement intégral de la recherche d'Élise, sans condition ni contrôle. L'effet fut sismique. Laval fut suspendu en 48 heures, sa réputation en lambeaux. D'autres victimes émergèrent, partageant des histoires similaires. Des universités lancèrent des révisions de cas anciens. Le mouvement Pro-Science sans harcèlement prit une ampleur mondiale. 6 mois plus tard, Élise se trouvait dans son nouveau laboratoire à l'Institut Pasteur. Les paillasses étincelaient sous la lumière fluorescente, des équipements de pointe bourdonnaient doucement, et une équipe de jeunes chercheurs attendait ses instructions. Ses mains, qui avaient jadis porté des plateaux et plié des draps, manipulaient désormais des pipettes avec une précision microscopique, renouant avec le travail interrompu des années auparavant. Léa venait la voir après l'école, faisant ses devoirs dans un coin du laboratoire, trop fière pour se soucier de l'odeur des réactifs. « Maman, dit-elle un jour, tu sais que tu es mon héroïne, n'est-ce pas ?»« Je ne suis pas une héroïne, répondit Élise, ajustant son microscope. Juste quelqu'un qui a refusé d'accepter que l'histoire soit terminée. » Cyprien maintenait un contact sporadique. Des courriels professionnels sur l'avancement de la recherche, une carte pour l'anniversaire de Léa, un message le jour où le premier article d'Élise fut accepté pour publication après le hiatus forcé. Il y avait du respect désormais, peut-être même une amitié circonspecte, édifiée sur les ruines de leur première rencontre désastreuse. 1 an plus tard, Élise monta sur une autre scène, celle-ci dans l'auditorium de la Société chimique de France. Le prix de la jeune chercheuse de l'année pesait dans ses mains, non par le métal et le verre, mais par sa signification intrinsèque. Dans le public, outre Léa et sa mère, Madame Hélène Dubois, se trouvait Madame Simone de la Buanderie, Thibaut Deschamps qui avait applaudi son courage, et oui, discrètement au fond, Cyprien Beaumont. « Ce prix, dit-elle au microphone, sa voix ferme et limpide, appartient à toutes les femmes dont le travail a été dérobé, dont la voix a été muselée, dont la dignité fut traitée comme un divertissement. Il appartient à celles qui plient des draps à l'aube en rêvant de jours meilleurs, à celles qui revêtent des uniformes sur des cicatrices de rêves brisés. » Elle leva le trophée, et la lumière captura le cristal, projetant des arcs-en-ciel à travers l'auditorium. Mais par-dessus tout, ce prix est la preuve qu'aucune humiliation, aucune robe à 2 millions, aucun homme puissant ne peut définir notre valeur. Nous définissons notre valeur, et notre valeur est infinie.
L'auditorium explosa en une ovation qui semblait interminable. Debout, 200 personnes célébraient non seulement une scientifique brillante, mais une femme qui avait transformé l'humiliation en révolution, la douleur en dessin, une robe écarlate en étendard de guerre. Cette nuit-là, Élise rentra chez elle en métro parisien, comme à son habitude. Assise dans le wagon quasi désert, elle observa son reflet dans la vitre sombre. La femme qui la regardait en retour n'était plus la femme de chambre humiliée, ni la scientifique spoliée. C'était simplement Élise, mère, chercheuse, survivante, preuve vivante que la dignité humaine, une fois défendue avec courage, devient indestructible. La robe écarlate à 2 millions ne fut plus jamais portée. Cyprien en fit don à un musée, où elle repose désormais derrière une vitre blindée, accompagnée d'une simple plaque, symbole d'un instant où le pouvoir rencontra la dignité, et la dignité l'emporta. Et ainsi, l'histoire qui avait débuté par des rires cruels au sein d'un salon doré s'acheva par des applaudissements sincères dans un auditorium scientifique. La justice, lorsqu'elle daigne enfin se manifester, ne se pare pas toujours de l'écarlate. Parfois, elle revêt une blouse immaculée et manie des pipettes plutôt que des épées. Mais elle conserve toujours, inlassablement, la tête haute.